Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Victor Sanchez, Les enseignements de Don Carlos et les applications pratiques de l'œuvre de Carlos Castaneda. Elle a plutôt été bien accueillie, la première partie, merci. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 1 qui s'intitule La réalité selon Don Juan. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime sur la vidéo et à mon Instagram désormais, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, j'essaierai d'y mettre un peu de contenu pour que vous voyez un peu l'envers du décor, que je poste 2-3 photos, etc. qui changent un peu du thème de la lecture. Sans plus tarder, c'est parti. Ce livre sera centré sur la pratique, mais il me faut cependant, avant d'aborder le vif du sujet, décrire succinctement la vision de la réalité sur laquelle repose le système complexe de connaissances et d'action des guerriers et des voyants de la troupe du Nagual. Encore qu'elle ne joue pas ce rôle dans l'œuvre de Castaneda, cette vision sera pour nous le moyen le plus simple de présenter à ceux qui n'ont pas fait d'expérience ce que j'appellerais les fondements théoriques de la pratique du sorcier. Notons que pour Don Juan et ses guerriers, tout cela n'a rien de théorique, puisqu'ils voient et vivent le monde de cette manière. Mais le simple observateur est, en principe, réduit à des suppositions. J'ai pu constater par expérience que la pratique des exercices et des techniques présentées dans ce livre peut nous permettre d'accéder directement à cette réalité particulière. Quand nous faisons de nous les témoins et les acteurs de l'expérience de l'étrangeté en élargissant le champ de nos perceptions et notre conscience, les conseils de Don Juan prennent tout leur sens et nous permettent de comprendre cette réalité particulière qui, si nous l'abordions autrement, nous plongerait sans doute dans l'inquiétude. Autrement dit, tout comme la description ordinaire de la réalité, qui nous est transmise dès notre enfance, nous permet de comprendre cette réalité et d'y agir, la description du monde selon Don Juan nous fournit un instrument facilitant notre compréhension de la réalité étrangère à la perception ordinaire et nos activités dans cette réalité à part. Il faudra donc, à celui qui, soucieux de rigueur et d'efficacité, pénètre dans un monde nouveau, une vision du monde différente de la vision commune, adaptée à ces nouvelles possibilités d'expérience. C'est pourquoi, tout en indiquant à l'apprenti comment effectuer certains exercices, Don Juan fournit de nombreuses explications sur la compréhension de la réalité parmi les guerriers de son groupe. Ces éclaircissements seront utiles à ceux qui emprunteront le chemin du guerrier en expérimentant les possibilités que nous découvre Don Carlos. Je songe ici aux lecteurs désireux de prolonger l'expérience de la magie par-delà des pages d'un livre dans leur environnement. Je ne prétends pas, en abordant les divers aspects de la pensée donjuanienne, épuiser le sujet, mais mettre l'accent sur les éléments de cette pensée les plus directement liés aux pratiques dont nous avons pu faire l'expérience et que je décrirai tout au long de cet ouvrage. D'autre part, je ne puis ici en examiner les divers aspects que d'une manière succincte et synthétique. Il faudrait leur consacrer un autre ouvrage si on voulait pousser plus loin l'examen. Certains exercices décrits feront cependant l'objet d'une étude plus approfondie dans les chapitres consacrés à leur application concrète. L'origine. Vouloir retrouver les origines de la vision du monde de Don Juan, c'est plonger dans le mystère. Le substrat est de toute évidence multiethnique. Sa vision doit beaucoup à l'univers indigène mésoaméricain, au rite toltèque en particulier. Les ouvrages consacrés à l'étude des peuples et de l'histoire de la Mésoamérique précolombienne le montrent bien, tout comme les recherches sur le terrain, dans certaines communautés, celles des héritiers actuels de la culture toltèque, nahual, huichol, maya en particulier. Des concepts tels que ceux du tonal ou du nagual, de l'autre moi, du double de la conscience de la terre, etc., se rencontrent dans l'usage et dans la pratique des indigènes de notre temps à l'approche de l'an 2000, comme j'ai pu le constater pendant mon séjour parmi les Indiens d'ascendance toltèque. L'idée d'une réalité constituée de champs d'énergie échappant à notre perception ordinaire accompagne toute l'histoire de l'humanité. On la trouve dans la vision religieuse et philosophique d'écoles orientales telles que le yoga ou l'hindouisme, comme dans les théories scientifiques de la physique moderne ou des courants de pensée comme la phénoménologie. Nul n'avait encore dépeint une semblable vision de la réalité avec autant de clarté et de pragmatisme que l'a fait Carlos Castaneda tout au long de son œuvre.
Ce qu'elle dénonce, la relativité de la perception et l'existence de réalités différentes, n'est ni pure spéculation philosophique ni vain exercice intellectuel. Cette vision peut conduire à des applications concrètes telles que la modification de la perception et du vécu du sujet, comme en témoignent les événements extraordinaires relatés dans les 8 livres publiés à ce jour qui surviennent parmi les guerriers de la bande du Nagual. Les émanations de l'aigle. Pour Don Juan, le monde de l'existence n'est pas composé d'objets tels que ceux qui s'offrent à nos yeux, mais de champs d'énergie appelés les émanations de l'aigle. Ces émanations sont groupées en bandes, qui sont autant d'univers indépendants. Don Juan parle de 48 grandes bandes d'émanations, dont 2 seulement sont accessibles à l'homme par les moyens de perception ordinaires. L'une est la bande sur laquelle est regroupée la vie organique, l'autre celle rassemblant les structures inorganiques, comme les minéraux, les gaz, etc. À l'intérieur de la bande d'émanation des êtres organiques, une zone particulière correspond à la bande de l'homme et borne la perception du connu. Toutes les émanations de la bande de l'homme n'étant pas égales en chacun, la perception peut varier d'un individu à l'autre. Ces variations sont généralement considérées comme des formes de sensibilité atypiques, perception extrasensorielle, phénomène, génie, etc. ou encore comme des tares. Débilité mentale, idiotie, insensibilité, etc. Les émanations normalement alignées sont appelées la conscience commune, le tonal, le côté droit, etc. À l'intérieur de la bande de l'homme, il reste un grand nombre d'émanations accessibles mais oubliées. Ces possibilités latentes que nous ignorons, généralement tout au long de notre vie, constituent l'antichambre de l'inconnu. Les émanations d'au-delà de la bande de l'homme forment l'inconnu proprement dit et n'entrent jamais dans l'alignement du vécu de l'homme ordinaire. Elles sont appelées le Nagual, la réalité à part, le côté gauche, etc. La pratique de Don Juan et de son propre groupe de guerriers consiste en partie à développer la capacité de percevoir de telles émanations. Le point d'assemblage. Le facteur déterminant le choix des émanations à qui seront sélectionnées et alignées à un moment précis de la perception est appelé le point d'assemblage. Il peut être considéré comme l'aptitude de la conscience à sélectionner les émanations adéquates pour aboutir à la perception simultanée des éléments constituant le monde perçu. On appelle l'alignement de bandes d'émanations particulières et de quelques émanations spécifiques la position du point d'assemblage. Pour l'homme ordinaire, la position du point d'assemblage produit un alignement particulier, perçu comme l'univers quotidien. Un léger déplacement de la position du point d'assemblage entraînera l'alignement d'émanations normalement écartées de la bande de l'homme et un déplacement plus important, l'alignement des autres grandes bandes d'émanations. Le système de connaissance que nous propose Castaneda a justement pour fin de provoquer délibérément le déplacement du point d'assemblage pour libérer l'homme des limites étroites de sa perception ordinaire. Notons que s'il n'est pas facile de déplacer délibérément le point d'assemblage, il suffit en fait d'un déplacement infime de ce point pour entraîner des changements considérables dans la vie, la façon d'être de tout individu et dans sa perception du monde. Tout le système d'enseignement de Don Juan tend vers ce but et se divise en leçons pour le côté droit et en leçons pour le côté gauche qui sont, chacune à sa manière, des formes particulières de non-agir conduisant au déplacement du point d'assemblage. Les expressions les plus significatives en sont le guet et le rêve. Percevoir les émanations est une faculté commune à tous les êtres vivants. Ils la cultivent au cours de leur vie pour bénéficier des effets de ces émanations, pour cultiver sa perception. Tout être humain doit, dès son enfance, développer la capacité de sélectionner une partie des émanations et de les organiser de manière à en tirer profit. Sans cela, les émanations seraient perçues comme un chaos incommensurable. Les formes de l'attention. Ce qui, dans notre conscience, gouverne les émanations alignées est donc appelé point d'assemblage et la faculté d'écrémer ces émanations en rassemblant celles qui sont utiles et en laissant de côté les superflues, ce qui nous permet de percevoir et de comprendre est appelé attention. Celle-ci nous est livrée par la conscience brute grâce à l'exercice de la perception.
L'attention appartient à l'un ou à l'autre des trois types correspondant à trois niveaux de réalisation, selon le milieu dans lequel elle opère. La première attention organise la perception dans la sphère du connu. La deuxième attention opère et organise dans la sphère de l'inconnu. Et la troisième attention combine les deux premières et vise à percer ce qu'on ne peut connaître. Pour l'homme ordinaire et pour le guerrier en début d'apprentissage, la première attention est la plus importante. Elle occupe le champ de ses activités quotidiennes. En fait, c'est une stratégie appliquée dans ce champ d'activité qui lui permettra éventuellement d'accéder à la deuxième attention. Bien sélectionner et bien organiser les émanations perçues grâce à la première attention n'est pas le fait du hasard, mais dépend d'un entraînement particulier auquel nous sommes soumis dès notre enfance et que nous n'oublions jamais. Ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas connaître. Toutes les émanations de l'aigle ne sont pas accessibles à l'homme. La plupart d'entre elles font partie de ce qu'on ne peut pas connaître. Dans Le Feu du Dedans, Don Juan dit que tout ce qui peut être connu tient en 7 grandes bandes d'émanations. Ces 7 bandes, partagées entre le connu et l'inconnu, peuvent nous être accessibles. Le cadre dans lequel s'inscrit le connu est une part infime de l'ensemble des émanations accessibles à l'homme, et c'est pourtant dans cette part infime que se déroule toute la vie de l'homme ordinaire. En elle se trouve tout ce qui constitue sa réalité quotidienne, son champ d'action limité. L'inconnu est en revanche un champ d'expérience pratiquement infini auquel l'homme ordinaire n'a pas recours, sa vie durant, bien qu'il ait la possibilité de l'atteindre et de percevoir n'importe laquelle des émanations de l'aigle qui s'y trouve. La description du monde. Au moment de sa naissance, l'enfant ne perçoit pas le monde de la même manière que les adultes. Son attention n'opère pas encore en tant que première attention, de sorte qu'il ne partage pas la conception du monde de son entourage. Il n'a pas encore appris à sélectionner et à organiser les émanations qui l'environnent comme le font les adultes. Il acquérera cette possibilité en grandissant, en assimilant la description du monde que lui présentent ses aînés. Lorsqu'un adulte ou même un enfant entre en contact avec un bébé, il se transforme involontairement la plupart du temps, mais spontanément, en un maître qui lui transmet une description du monde. Même si, tout d'abord, l'enfant ne comprend pas la description, puisqu'il ne perçoit pas le monde en ces termes, il l'assimilera tout de même petit à petit et apprendra à percevoir la réalité dans les termes de la description. En fait, ce sera la description qui déterminera de façon précise la perception, la sélection et l'organisation des champs d'énergie qui l'environnent. On peut donc dire que ce que nous percevons quotidiennement n'est autre que la description même. Celle-ci émane constamment de nous. Elle est notre manifestation. Ce flux de la description, généralement ininterrompu, soutient la description du monde qui nous est familière, d'instant en instant, jour après jour. Si le flou est interrompu, la réalité qu'il engendre est à son tour suspendue. C'est ce que Don Carlos appelle « arrêter le monde ». Il appelle « voir » la capacité de percevoir le monde que nous dévoile l'interruption du flux de la description. Au cours de la phase initiale de l'apprentissage de Carlos Castaneda, Don Juan présente la description du monde selon les sorciers comme un moyen d'interrompre le flux de la description ordinaire. Il lui révèle ensuite que cette description du monde selon les sorciers n'est en réalité qu'une description de plus à laquelle il serait tout aussi vain de s'attacher. En fait, Don Juan affirme à plusieurs reprises qu'il n'est pas vraiment sorcier, mais guerrier et voyant. Le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur est la conversation mentale que nous soutenons constamment avec nous-mêmes. Il est l'expression la plus immédiate de la description assimilée par chacun. Cela fait de lui notre gardien dont la fonction fondamentale est de protéger cette description en l'abreuvant de nos pensées et en suscitant les activités qui la renforcent. C'est donc ce que nous discutons en nous-mêmes qui nous fait percevoir le monde et nous comporter comme nous le faisons. Cette perception, ce comportement tendent à leur tour à confirmer le contenu du dialogue intérieur et la description même. Cela nous conduit finalement à substituer nos propres pensées à la réalité qui nous entoure. Nous considérons le monde, les choses, les personnes et nous-mêmes tout en pensant telle ou telle chose à propos de ce que nous voyons et nous finissons par confondre nos pensées avec ce qui les suscite.
Nous considérons que le monde est fait d'une certaine manière et nous finissons par nous convaincre qu'il est réellement tel que nous le croyons. Bien évidemment, quand nous parvenons à arrêter le dialogue intérieur, tout ce qui en découle est interrompu. C'est pour cela que Don Juan considère l'arrêt de ce dialogue comme la clé ouvrant la porte entre les mondes. Les anneaux de pouvoir. Le premier anneau de pouvoir est celui dans lequel nous pouvons écrémer les émanations de l'aigle en accord avec les termes de la description admise par tous. Il nous permet de saisir les éléments du monde et d'en envisager la description. La perception ordinaire en résulte. Tous les anneaux de pouvoir de tous les individus demeurent solidaires, ce qui fait de la construction de la réalité dans le champ de la description une sorte de tâche collective à laquelle participent tous ceux qui se trouvent engagés dans quelque situation que ce soit. C'est ainsi que la description de chaque objet peut être plus ou moins semblable pour tous les participants. Pour percevoir le monde en termes différents de ceux de la perception ordinaire, le sorcier devra recourir à un deuxième anneau de pouvoir qui lui permettra de construire d'autres mondes. Bien que nous possédions tous ce deuxième anneau, nous ne pouvons l'utiliser qu'en bloquant le fonctionnement du premier, ce qui se produit rarement dans la vie de l'homme ordinaire. Non-agir. Le fonctionnement du premier anneau de pouvoir peut être bloqué par l'accomplissement d'actions non fonctionnelles étrangères à la description inscrite dans le cadre de ce que Don Juan appelle le non-agir. La description ordinaire du monde nous plie à ses exigences, si bien que tous nos actes émanent d'elle et, en retour, la réaffirment. Ces actes, appelés agir, combinés à la description qui les sustente, constituent un système qui se nourrit de lui-même. Tout type d'action qui ne correspond pas à la description du monde ou du soi constitue le non-agir de l'individu. Le non-agir interrompt le flux de la description et cette interruption, à son tour, suspend l'agir du monde connu. Ce n'est pas autrement que le non-agir nous donne accès au mystère du monde et de l'individu, en d'autres termes, au nagual qui est la réalité à part et sur le plan individuel, la conscience de l'autre moi. Le non-agir opère du côté droit de la conscience, mais peut nous permettre de découvrir notre côté gauche. S'exercer systématiquement à non-agir, c'est créer des points de contact entre les deux côtés. Ce rapprochement peut conduire progressivement à la jonction des deux mondes de conscience appelée la totalité de soi-même. Le moi comme partie de la description. Nous ne devons pas oublier que tout ce à quoi nous référons quand nous disons « moi », l'ego, appartient également à la description, en est même à la part qui nous tient enchaînés à une forme d'être et de comportement qui, malgré son apparence immuable, peut être abandonné temporairement ou définitivement. Un tel abandon nous offre d'infinies possibilités. Le non-agir qui suspend le flux de la description, c'est la porte ouverte sur la liberté et le changement. Quand, grâce aux exercices du non-agir du moi décrits dans un des chapitres suivants, nous interrompons le flux de la description de notre moi, nous échappons à l'envoûtement de l'ego visant à nous convaincre qu'il est notre seule et unique réalité. Nous pouvons alors reconnaître notre nature, faite de champs d'énergie, libres et fluides, et nous consacrer à nous réinventer, avec une détermination, une volonté nous permettant d'apporter des réponses originales aux situations nouvelles de chaque instant. Le tonal et le nagual. La vision don-juanienne trouve son expression la plus synthétique dans l'approche dualiste de la réalité exprimée par les termes de tonal et de nagual. Le substrat précolombien est ici évident car le rapprochement s'impose entre ce dualisme et les deux aspects d'Ometeotl, l'un des principes fondamentaux du monde des antiques traditions indiennes. C'est dans Histoire de pouvoir que Castaneda examine de la façon la plus détaillée les notions de tonal et de nagual. Il décrit le tonal comme l'espace dans lequel se meut l'homme ordinaire tout au long de son existence et comme l'ordonnateur qui donne sens à tout ce qui s'offre à notre conscience. Cet espace inclut tout ce que l'homme est, pense et fait, tout ce que sa réflexion et sa parole peuvent embrasser. La raison, la pensée, la description ordinaire de la réalité font l'essentiel du tonal qui couvre en fait tout le spectre du connu.
Ceci implique que la somme de l'expérience consciente de l'homme ordinaire, pour qui n'existe que le connu, tient dans l'espace du tonal, du moment de la naissance à celui de la mort. Le nagual est tout ce qui est extérieur au tonal. C'est ce dont le contenu ne peut être appréhendé par la pensée. Castaneda nous peint le tonal comme une île dans laquelle se déroule la vie de l'homme, lequel ne connaîtrait rien au-delà du rivage. Le nagual serait l'insondable mystère au large de l'île. Si le nagual ne peut être compris ni exprimé par des mots, puisque la compréhension et la parole appartiennent au tonal, il peut toutefois être attesté par expérience. Et c'est justement l'un des objectifs du sorcier. Il ne s'inquiète ni de comprendre, ni de rationaliser l'expérience du nagual. Seul l'intéressent les possibilités pragmatiques qu'il met à sa portée. Bien qu'en dernière instance, tout se produise dans le nagual, infiniment plus totalisant, nous ne percevons normalement que le tonal, dont la fonction est de doter la nature du nagual, l'univers des émanations de l'aigle, d'un ordre et d'un sens qui ne s'accordent pas à sa réalité transcendantale. Le tonal et le nagual ne sont pas seulement des aspects opposés du monde, mais aussi de l'âme humaine, qui a son côté tonal et son côté nagual. Don Carlos les appelle également conscience du côté droit et conscience du côté gauche, conscience ordinaire et conscience de l'autre moi, le rêveur et le rêvé, etc. Le tonal, dans sa fonction d'ordonnateur du chaos apparent du nagual, protège notre être de l'aspect dévastateur que revêtirait un affrontement du nagual sans aucune sorte de défense. Cette distinction entre tonal et nagual se retrouve dans l'enseignement de Don Juan, divisé en leçons pour le côté droit et leçons pour le côté gauche, l'objectif des premières étant de réaménager ou de balayer l'île du tonal, celui des secondes d'encourager l'apprenti à faire l'expérience directe du nagual en gardant toute sa raison. Si le tonal de chaque individu est ce qui donne au monde son ordre et son sens, et si la réalité qu'il reflète est dépourvue de toute transcendance, il est légitime de nous demander pourquoi les êtres humains partagent une vision similaire de la réalité et de ce qui peut bien induire le tonal de tous ces êtres à construire une réalité qu'ils partagent. La réponse se trouve, en partie, dans ce que j'ai dit concernant la construction collective de la perception ordinaire, l'accrochage du premier anneau de pouvoir. Il reste cependant à considérer l'effet de ce que Don Carlos appelle le tonal des temps, sorte de description générale du monde que partagent les membres de n'importe quelle société. Cette description est soutenue par tous parce qu'elle est intériorisée par tous simultanément et que tous lui donnent une continuité en la transmettant à leur descendance. Les enfants deviendront membres à part entière de la société quand ils auront assimilé la description, c'est-à-dire à l'instant où ils seront capables de la reproduire et de la partager. Le tonal des temps impose à chacun une description et cette description imposée va pousser le tonal individuel à construire une perception commune, n'excluant évidemment pas les légères différences interpersonnelles issues de l'histoire individuelle. La conscience de l'autre moi. Retrouver son côté gauche ou nagual, également appelé la conscience de l'autre moi, et l'incarner dans le quotidien est l'un des thèmes les plus récurrents dans l'œuvre de Carlos Castaneda. Or, pouvoir intégrer la conscience de l'autre moi à la conscience quotidienne, c'est se donner la possibilité d'assumer la totalité de soi-même. Tout en soulignant que la conscience de l'autre moi en tant qu'expression du nagual échappe à la compréhension ordinaire et que ses possibilités sont pratiquement illimitées, Don Carlos donne tout au long de son œuvre de nombreux exemples de sa manière d'opérer. Je vais maintenant mentionner certains de ces aspects occultes que les exercices décrits dans les chapitres suivants nous permettent pourtant de sonder. Les quasi-souvenirs de l'autre moi. Ce sont, pour la plupart, des souvenirs de notre passé, emmagasinés dans la mémoire du côté gauche, l'autre moi, différents de ceux que nous livre notre mémoire ordinaire. Ils se rattachent à des réalités qui, heurtant notre description du monde, ne sont pas retenues par notre mémoire ordinaire et se retrouvent cachées dans la conscience de l'autre moi. Le souvenir de notre nature d'être lumineux, il nous permet de percevoir le corps humain comme un champ d'énergie. La conscience du corps de l'état de rêve, elle nous permet d'utiliser de façon pragmatique notre expérience dans l'univers du songe. La conscience de la mort, elle donne au guerrier l'élan et le détachement nécessaires pour réagir de la manière la plus adéquate en toute situation.
la possibilité d'aligner notre conscience avec celle d'autres formes de vie, organiques ou non, telles que les arbres, les animaux ou la Terre même. On arrive au terme de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. L'Automnal et le Nagual, ça vous rappelle forcément quelque chose. Je vais vous mettre effectivement, ça doit apparaître là en haut à gauche, la vidéo sur Don Miguel Ruiz qui traite également de ça. Et là, on est vraiment dans une vision un peu plus poussée. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît et à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite, le chapitre 2. À bientôt!